plus de détails? Qu'est-ce que vous voulez dire que ces semaines seront importantes? Ben, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un moment important. Là. Donc, le Conseil de sécurité avait demandé au secrétaire général là, de donner des options là, pour une mission là, intentionnelle d'appui là, en matière de sécurité. Cette lettre-là a été déposée hier. Lundi par le secrétaire général. Bon, ça a coulé un peu dans les journaux. Là. J'ai vu des articles dans le Miami Herald et aussi, je pense, dans la Nouvelliste. Donc, là, il y a des discussions importantes à New York sur quelle forme pourrait prendre cette assistance-là. Il y a le Kenya qui s'est porté volontaire pour prendre un rôle de leadership, qui a mis, je pense, 1000 policiers sur la table, mais ils ont aussi dit qu'ils ont besoin d'un mandat du Conseil de sécurité. Donc, ça, ces discussions-là vont avoir lieu dans les prochaines semaines. La mission d'évaluation du Kenya va être très importante aussi. Moi, je pense que ça va avoir lieu la semaine prochaine ou la suivante. Et ensuite, on a le sommet annuel, si tu veux, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, où il y aura tous les chefs d'État et de gouvernement. Généralement, c'est un moment où les chefs d'État et de gouvernement s'intéressent de près à la question haïtienne. Par exemple, le premier ministre Trudeau avait présidé lui-même une table ronde avec d'autres chefs de gouvernement l'an dernier à New York. C'est un moment qui pourrait être charnière dans l'évolution de la situation de la crise, je pense, parce que il y a des décisions qui vont être prises, il y a des mandats qui vont se donner ou pas. C'est important pour moi, je pense, qu'Haïti puisse montrer au monde, comme un peu l'écrivait France Duval dans un de ses éditoriaux, je pense que c'était la semaine dernière. Si Haïti n'a pas de plan, si les Haïtiens s'entendent pas entre eux, personne ne va pouvoir venir aider Haïti, pas plus le Kenya que le Canada ou un autre pays. Est-ce que le Canada va contribuer à cette force et à quel niveau? Bon, il faudra voir exactement quelle forme tout ça va prendre. Nous, évidemment, je l'ai déjà dit, je le répète, nous, on va tout faire pour travailler avec le Kenya et les autres pays impliqués. On a parlé de Jamaïque, on a parlé des Bahamas, j'ai entendu aussi, je pense, le Rwanda, le Sénégal sera en discussion aussi avec le Kenya. Donc, nous, on va travailler avec tout le monde pour assurer le succès de cette opération-là. Quelle forme exacte ça va prendre, ça demeure à être déterminé. Je pense qu'il faut aller en toute humilité vers le Kenya, qui va prendre le leadership et demander quels sont les besoins dans le cadre de ce que eux envisagent comme opération. Nous, on va continuer notre travail d'appui direct à la PNH. Ça peut s'inscrire dans le cadre de l'opération ou de la mission. On a aussi, on joue un rôle de coordination qu'on va mettre au service de la mission. Donc, le rôle de coordination, c'est ici. Ça se fait déjà virtuellement là, depuis le mois de janvier, je pense. Ottawa a organisé là, des réunions virtuelles avec une vingtaine de partenaires pour tenter de mieux coordonner l'assistance à la PNH. On va le faire. On va augmenter notre présence sur le terrain ici pour faire ça. On va aussi augmenter notre présence à Saint-Domingue et on va augmenter aussi les équipes qui travaillent là-dessus à Ottawa. Donc, on peut mettre ça au service du Kenya et de toute mission éventuelle, et peut-être aussi des ressources financières. Vous avez vu, je pense que c'était Todd Robinson parler là, que les Américains allaient soutenir financièrement cette force-là. Nous, si on nous présente une demande, on va certainement l'examiner. L'important pour nous, puis ça non plus, c'est pas une surprise, je le dis depuis 2 ans, c'est qu'il faut que la PNH soit au cœur de cette réponse-là, de cette mission-là. Le renforcement de la PNH est la seule solution durable au problème de sécurité d'Haïti. Il faut bâtir toute la mission autour de ce concept-là. Et puis moi, je suis assez optimiste parce que j'entends la même chose de certains partenaires, même dans la lettre du secrétaire général. Je pense qu'il y a une reconnaissance au niveau de tous les partenaires d'Haïti que la PNH doit être au cœur de la reconstitution ou de la reconstruction de l'appareil sécuritaire du pays. Permettez une relance Oui. dans votre lettre aux Haïtiens où vous avez lâché cette petite phrase. Le pays fait du surplace et le peuple souffre. C'est pour certains une critique claire.
À qui est-ce qu'elle est adressée? À Ariel Henry, à tes protagonistes? À qui est-ce que cette critique est adressée? Bon, comme on dit, si if the shoe fits, wear it. Hein? Donc, à tout le monde à qui fait le soulier, ils peuvent le porter. C'est pas quelque chose que je veux personnaliser. Pour moi, je pense que clairement, l'ensemble de la classe politique porte la responsabilité. Donc, disons que c'est plutôt un encouragement qu'une critique. Je sais qu'il y a plein de gens de bonne volonté là-dedans qui travaillent vraiment fort en coulisses pour essayer de trouver des compromis. Beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup de compromis autour des différentes tables de négociation. Il faut les encourager à continuer. Je pense qu'on doit être positif quand on parle du dialogue politique, mais tout en montrant une certaine impatience. Ça fait quand même 2 ans, donc il y a une obligation de résultat là, pour le peuple haïtien au niveau de l'ensemble des acteurs impliqués. Là. Donc, la classe politique, la classe économique, la société civile, etc. Et il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans toutes ces sphères que je viens de nommer. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la bonne volonté l'emporte, puis qu'ils fassent tous collectivement un geste très fort pour l'avenir du pays. La situation le commande. Cette obligation de résultat n'incombe-t-elle pas en premier lieu à ceux qui sont en position de responsabilité, c'est-à-dire le gouvernement de M. Ariel Henry et ses alliés? Absolument. Le gouvernement et ses alliés sont aux premières lignes de ça. Mais bon, pour danser, il faut être 2 ou 3 ou 4. Donc, tout le monde doit jouer son rôle. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. On indique souvent que deux dernières petites questions avant non, c'était juste la politique. Avec Robertson, c'est toujours la dernière question. Non, c'est je sais. Au feedback on est très bien au bout de 2 ans. Mais c'est bien compte de l'interview, mais c'est pour essayer de comprendre parce qu'ici nous avons vécu ce qu'on appelle la sincérité de fin de mission de beaucoup de diplomates. Le pays fait du sur place et là, ça évoque pour certains les derniers mots de Madame Lalime. On tourne à rond. Elle évoquait la situation au plan sécuritaire. Maintenant, nous autres, quand nous écoutons ces confessions de dernière minute, cette sincérité de dernière minute, il y a une critique qui est souvent formulée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris la responsabilité de vous exprimer plus tôt? Et en ce qui concerne M. Ariel Henry, on dit qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il est supporté par le corps groupe, qu'il est supporté par les ambassadeurs accrédités en Haïti et notamment vous. L'occasion de vous exprimer sur ça, M. l'ambassadeur. Bon, ouais, écoute, je pense que si tu retournes dans le temps, incluant certaines conversations que nous, on a eues dans le cadre d'entrevue, la sincérité de fin de poste, là, c'est pas mal depuis 2 ans en ce qui me concerne. J'ai jamais mâché mes mots en ce qui concerne nos attentes par rapport au pouvoir en place et aux autres forces politiques du pays. Par ailleurs, je pense pas que c'est le rôle d'un ambassadeur de critiquer directement la même personne ou le même groupe constamment et de se poser en arbitre du jeu politique. J'ai toujours refusé d'embarquer là-dedans et je pense que c'est une dynamique qui est négative pour un diplomate là, ou pour une communauté diplomatique dans un pays. Permettez une relance, monsieur l'ambassadeur. Mm-hmm. L'accord du 11 septembre n'a pas donné de résultat. Les engagements dans le temps n'ont pas été tenus. L'accord du 21 décembre a été appuyé, supporté par la communauté internationale. Donc, de ce point de vue, vous autres diplomates, vous avez mis votre poids dans la balance. Et là, par rapport aux objectifs d'organiser des élections en cette fin de 2023 pour qu'il y ait des élus en 2024, c'est clair que ces objectifs-là ne sont pas atteints. Il y a, du point de vue de ceux qui vous observent, qui observent les diplomates, une critique et un besoin d'exigence de mettre la barre très haute pour tout le monde et d'être un petit peu plus du côté du peuple haïtien, du besoin d'avoir des résultats, du besoin de faire bouger les lignes. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous répondez? D'abord, moi, je vous corrige. Nous, on n'a jamais appuyé
publiquement ou formellement l'accord du 21 décembre ou tout autre accord politique. Quand le HCT a été nommé, HCT qui est un produit de l'accord du 21 décembre, j'ai exprimé, incluant publiquement, notre appui, tout en spécifiant que pour nous, c'était une bonne première étape et qu'on s'attendait à ce que la clause du HCT concernant l'élargissement du dialogue politique soit mise en œuvre et soit prioritaire. Alors, de toute évidence, plusieurs mois plus tard, c'est pas le cas. Et puis ça, on a publiquement exprimé notre impatience par rapport à ceci, incluant dans la bouche du premier ministre Trudeau lui-même. Donc, je vois pas, je sais pas comment on aurait pu être plus clair ou à plus haut niveau. Donc, il faut faire attention quand on dit les diplomates appuient ceci, les diplomates appuient cela. Premièrement, il faut pas mettre toute la communauté diplomatique dans le même sac. Chaque pays représenté ici a son chef de mission, son ambassadeur et sa propre voix. Et deuxièmement, il faut pas non plus mettre tout le poids de trancher ou d'arbitrer de débats politiques internes sur des étrangers. Ma position est claire, la position du Canada est claire. On pense que tout le monde doit travailler ensemble pour aller aux élections. On peut pas exclure le premier ministre le 21 décembre et ses alliés. On peut pas exclure le groupe dit du Montana. On peut pas exclure le collectif du 30 janvier et les partis politiques. On peut pas exclure les grands partis politiques comme Lavalas non plus. Nous, on est clair depuis le début. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Parce que si on exclut une large partie de la classe politique, de l'élite économique et ou de la société civile, on va échouer. On va échouer. Et à mon sens, le peuple haïtien ne peut pas se permettre un autre échec. On va attendre 2 ans avant de tirer les conséquences, établir les responsabilités de ceux sur place? Je pense pas. Je pense que s'il y avait, on parlait là, tu sais, des 3-4 prochaines semaines, là, il y a une opportunité pour tout le monde là, de faire un geste d'unité clair et fort, qui va envoyer un signal puissant au monde, au Canada, aux autres pays, au Kenya aussi, qui a un espoir d'avancer sur le chemin du retour à la démocratie. Et comme je le disais, pour moi, on peut pas détacher la situation politique de la situation sécuritaire. Si ce geste-là, il y a toutes sortes de scénarios. Les Kenyans ont dit qu'ils étaient intéressés, mais ils vont venir voir. Ils vont essayer d'avoir un mandat au Conseil de sécurité. C'est pas de mince affaire. Il y a toutes sortes d'étapes à franchir encore. C'est pas couler dans le ciment. Le danger, souvent, c'est que on prend une nouvelle puis on s'imagine que c'est réglé. Le Kenya a annoncé un samedi là, son intention de prendre le leadership là, d'une éventuelle mission. Puis on s'imagine qu'ils vont arriver la semaine prochaine. Et puis que là, les Haïtiens pourront juste s'asseoir tranquille puis regarder quelqu'un d'autre gérer leur pays. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a encore des étapes à franchir. Et pour que ces étapes-là soient franchies positivement, je pense qu'il y a vraiment urgence pour arriver à quelque chose au niveau du dialogue politique. Je pense qu'on a vu des progrès avec le travail mené par la CARICOM. Puis moi, j'ai beaucoup d'espoir que ce processus-là puisse arriver à quelque chose. Quelque chose qui est un peu la culmination de d'autres processus qu'on a vus dans le pays là, depuis 2 ans. Mais il y a urgence. Pour moi, il y a un sentiment d'urgence. Un accord politique est une conditionnalité à cette assistance sécuritaire ou pas? Ben, c'est pas à moi de poser en conditionnalité. Il faudrait poser la question au Kenya et aux autres partenaires. Du point de vue du Canada, un accord politique est une condition importante pour faciliter l'assistance sécuritaire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup d'hésitation parce que les gens savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Quand vous parlez avec M. Henry, quand vous parlez avec les autres acteurs politiques de l'opposition, est-ce que vous décelez une sincérité, une urgence d'aboutir à un accord politique? Sincérité, oui. Je parle, moi, à pas mal de tout le monde. Là. Puis, je sens toujours qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Sentiment d'urgence, c'est variable, je vous dirais. C'est variable. Mais sincérité, oui. J'ai toujours, moi, innocent jusqu'à prouver coupable. Donc, je laisse toujours la chance aux coureurs et je me dis toujours que les gens sont sincères dans leur démarche jusqu'à preuve du contraire.
Il y a effectivement quelques semaines, le Premier ministre du Canada avait fustigé le comportement du gouvernement haïtien qui, selon le Premier ministre du Canada, ne prend pas au sérieux la crise sécuritaire en Haïti. Quel argument pouvez-vous, monsieur l'ambassadeur, avancer pour justifier cette critique pour le moins acerbe contre le gouvernement haïtien? Bon, faut revenir à ce que le premier ministre a dit exactement, puis le premier ministre a parlé de la classe politique. Donc, je pense qu'il y en avait pour tout le monde dans son commentaire. Bon, oui, le commentaire était dur, mais c'est un constat qui a lui-même effectué. J'ai effectué le même constat. Il faut savoir que moi, je suis ici à tous les jours. Il y a plein de diplomates et d'observateurs qui sont ici à tous les jours. Mais pour beaucoup de dirigeants étrangers, il se passe toutes sortes de choses dans leur journée, toutes sortes de dossiers, toutes sortes de crises, non seulement à l'international, mais aussi à l'interne au Canada ou dans leurs pays respectifs. Donc, une fois de temps en temps, ces grands leaders-là sont briefés ou lisent des rapports et se disent, mais vu de loin, là, sans connaître tous les détails de toutes les négociations, les différentes tables, etc., vu de loin, le pays donne vraiment l'impression, au plan politique, de faire du surplace. Il suffit de lire les articles qu'on trouve dans la presse internationale une fois de temps en temps, et eux remettent les choses en perspective, ils regardent les choses à long terme, et ils arrivent tous à la même conclusion. Le président s'est fait assassiner, ça fait plus que 2 ans maintenant, puis le pays, la politique n'a pas vraiment beaucoup avancé, n'a pas avancé depuis. Il y a eu des tentatives, il y a eu toutes sortes d'évolutions, mais il n'y a pas d'accord plus inclusif, il n'y a pas de CEP, il n'y a pas de révision constitutionnelle, il y a encore moins de calendrier électoral. Donc, vu de loin, c'est ça que les gens voient. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire qu'il n'a pas fait? Ben, écoutez, je suis pas moi dans les négociations privées. Ce que je sais, c'est que il faut que tout le monde fasse des concessions. Donc, il y a toutes sortes de scénarios qui sont sur la table, qui sont évoqués, mais c'est certain que il faut élargir. Le 21 décembre, où la HCT est une bonne base, puis il faut continuer à travailler dans ce sens-là, en donnant une voix concrète à la table à d'autres acteurs, la société civile et des partis politiques. Chacun va arriver là avec ses propres demandes. Certains vont vouloir jouer un rôle au gouvernement, d'autres vont vouloir influencer la composition du CEP, d'autres vont simplement vouloir s'assurer qu'il y a un level playing field, comme on dit, pour les élections sans jouer un rôle formel. Donc, le gouvernement est au cœur de ces négociations-là. Il doit s'assurer que il peut aller de l'avant avec une masse critique. On s'attend pas à ce que tout le monde soit satisfait ou tout le monde soit à bord. Ça n'existe nulle part. Mais il faut une masse critique. Il faut un consensus, si j'ose dire, suffisant. Là de l'insécurité sur ce que le gouvernement devrait faire qu'il n'a pas fait. Et là, monsieur l'ambassadeur, vous avez souligné comme un manquement de les avancées relatifs au processus du dialogue, si je comprends bien. Oui, ben, comme je le disais, la question politique, la question sécuritaire sont liées. Donc, je pense que les partenaires, en tout cas le Canada, a besoin de voir des progrès au niveau du dialogue politique pour faciliter plus d'assistance sécuritaire. Nous, on s'est commis là, sur toutes sortes d'appuis. 30 millions l'an dernier pour la PNH, 100 millions annoncés par le premier ministre récemment, 13 millions déjà engagés, d'autres annonces vont suivre prochainement. Mais tout ça, moi, je pense qu'avec un accord politique plus inclusif, ça encouragerait d'autres partenaires à intervenir dans la coopération avec la PNH, la coopération sécuritaire. Et je l'aurais dit encore, je pense que c'est un élément très important. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même l'a soulevé dans sa lettre. Un élément très important pour faciliter une mission d'appui internationale à la PNH. Donc, c'est une nécessité et pour moi, il y a une urgence là. Les prochaines semaines vont être très importantes de ce côté-là.
En mars dernier, les 100 millions ont été annoncés par le Premier ministre Trudeau. En mai, si ma mémoire est bonne, il y a eu plusieurs missions de haut niveau de hauts fonctionnaires canadiens. Et en interview avec le Nouvelliste, vous aviez exprimé le souhait que ces 100 millions soient engagés d'ici à la fin de l'année 2023. À date, c'est seulement 13 millions qui sont engagés. Pourquoi 13 millions? Est-ce qu'il y a des projets étudiés, ficelés, bons à financer? Pourquoi, à date, c'est seulement 13 millions qui sont engagés? Donc, comme j'ai dit, il y aura d'autres annonces bientôt. Je suis encore très, très, très confiant qu'on va réussir à engager les 100 millions avant la fin de l'année fiscale. C'est-à-dire, pour nous, ça se termine le 31 mars 2024. Donc, il y aura des annonces prochainement avec des nouveaux projets. C'est énormément de travail. Il faut d'abord s'assurer que les projets correspondent aux besoins. Après ça, il faut monter les projets, il faut aller chercher l'argent à Ottawa, il faut faire toute la diligence raisonnable, il faut passer à travers les différentes étapes d'approbation. Il s'agit de fonds publics canadiens. Donc, il y a des processus